Merci d'écouter Radio Mali, il est 13h à Bamako. Le journal Tenemba Mounikata. La deuxième édition de Mali Actualité. Veille de Ramadan à Gao, les affaires prospèrent pour les marchands d'habits, les couturiers et les coiffeuses. Les clients aussi essaient de trouver leur compte. Comment s'y prennent-ils? Réponse avec Aliou Idrissa Maïga. Les dossiers de cette édition portent sur les jeûneurs tricheurs, ceux qui font semblant d'observer les jeunes. Soumaou Aïdara a déniché certains de ces étranges fidèles. Pourquoi se comportent-ils ainsi et quelles sanctions encourent-ils? Réponse dans quelques instants. Environnement, le mercure est un produit toxique dont les effets nuisent à la santé. La convention de Minamata, première du genre, a été adoptée pour limiter l'impact du dangereux produit sur l'environnement. Sport, une page très riche animée par Aridou Matina au programme. Démarrage aujourd'hui du tournoi international Challenge Trophée de handball et fin de la 15e journée du championnat national de football. CAN des cadets, publication de la liste des joueurs. Autre liste divulguée, celle des nominés pour les prix Marc-Vivian Faux. 2 footballeurs maliens y figurent. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Les réseaux des groupes de défense des droits des femmes et filles RGDF Bamako, en partenariat avec l'ONU Femmes et le programme Spotlight, viennent d'initier un atelier de 3 jours sur les violences basées sur le genre. L'objectif visé est la sensibilisation en faveur de la promotion du genre. Cet atelier de rencontres et de plaidoyers regroupe les leaders religieux, certains membres du CNT et autres engagés dans la lutte contre les VBG. Saloum Konati. Selon les statistiques de 2022 du système des informations, le Mali a enregistré plus de 9000 cas de violences basées sur le genre. C'est pour inverser cette tendance que le réseau des groupes de défense des droits des femmes et filles RGDF à Bamako initie ce cadre d'échange. Mamadou Zan Traoré, maire de la commune rurale de Sanankoroba. Les violences basées sur le genre sont restées pendant longtemps un sujet ambigu avec des interprétations diverses sur le plan de la tradition et sur le plan religieux. Ces violences se manifestent sous plusieurs formes. Violences physiques, sexuelles, économiques et même psychologiques. Abdraman Koulibaly, chargé de programme UNIFEM Mali. Il est important de constater qu'il y a eu également des avancées. Donc ces avancées qui sont peut-être timides sont quelque part un cadre de plaidoyer nous permettra d'avoir une compréhension commune de certains concepts. Ces 3 jours d'échange visent à renforcer les connaissances des participants. En outre, les participants seront outillés sur les questions de genre afin de comprendre davantage les textes signés et ratifiés par le Mali. Djeneba Mariko, présidente du réseau des groupes de défense des droits des femmes et filles. Au Mali, il y a l'Alliance des leaders religieux musulmans et chrétiens qui ont élaboré des argumentaires. Il y a les chrétiens qui ont élaboré des argumentaires sur les questions de VBG et également les musulmans en ont fait pareil. Donc il s'agit vraiment de mettre ces leaders de l'Alliance avec les acteurs clés de lutte contre les VBG ainsi que des départements ministériels que nous avons ciblés afin que nous ayons une compréhension commune du concept genre et aussi afin que la lutte contre les VBG puisse vraiment être facile. Le mois de Ramadan est un mois de retenue et d'abstinence pour les fidèles musulmans. Ceux-ci observent le jeûne de l'aube au coucher du soleil. Mais pendant ce mois, certains fidèles s'adonnent à des pratiques blâmables en islam. Après s'être engagés dans les jeûnes, ces personnes se cachent ensuite pour manger ou boire avant même l'heure de la rupture. Quelles sont les conséquences de tels actes malhonnêtes? Soumaou Aïdara. Le jeûne est le 4e pilier de l'islam qui recommande aux fidèles musulmans de s'abstenir de boire, de manger ou d'éviter tout rapprochement avec son conjoint de l'aube au coucher du soleil. Si certains respectent scrupuleusement ces mesures religieuses, d'autres par contre s'adonnent à des actes condamnables en islam.
Ceux-ci, après avoir pris les réveillons à l'aube, rompent clandestinement et volontairement leurs jeûnes dès qu'ils sortent de la maison. C'est le cas de ces 2 jeunes filles dont l'âge varie de 18 à 20 ans. Elles sont toutes des étudiantes et en bonne santé. Elles ont voulu garder l'anonymat. Je fais semblant de jeûner à la maison, mais une fois que je sors pour l'école ou autre destination, je me cache pour boire ou manger. Pendant ce mois de Ramadan, j'ai rompu mon jeûne une seule fois. Ces jours-là, j'étais en train de partir à l'école à pied. Il faisait très chaud et je devrais parcourir une longue distance. Comme cela est humainement connu, des actes à contre-courant de la société sont les plus souvent suivis de regrets. Ce commerçant de 23 ans et la jeune fille de 20 ans expriment leur désolation. À chaque fois que je le fais, je le regrette vraiment. J'ai même la chair de poule et parfois des maux de tête. Après l'avoir fait, j'ai tellement regretté et je continue toujours de les regretter. Car le jeûne est une recommandation de Dieu et on se doit de l'observer. Aussi bizarre que cela puisse paraître, de retour en famille, ces gens font tout pour que leur acte ne soit pas découvert par les parents. Comme quoi, ils savent les conséquences et craignent les réactions de ces derniers. Quand je reviens à la maison, j'ai envie de dire ce que j'ai fait, mais je n'y arrive pas. Car je sais que si mes parents le découvrent, j'aurai de sérieux problèmes. Quand je reviens à la maison, j'ai très peur que mes parents soient au courant de cela, car je sais bien que le jour où ils vont le découvrir, j'aurai des ennuis. À l'ère de la rupture, chacune des deux filles rompt son jeûne avec les autres membres de la famille comme si de rien n'était. Au moment de la rupture du jeûne, j'ai rompu mon jeûne avec les autres membres de la famille. En islam, tout fidèle qui rompt volontairement son jeûne est blâmable, martèle l'imam. Pour Sori Ibrahim Kane, ce dernier doit immédiatement se repentir et s'engager à payer le nombre de jours rompus et supporter la pénalité prévue à cet effet. Sori Ibrahim Kane, imam. Mieux vaut ne pas observer le jeûne que de le rompre volontairement dehors, car c'est une moquerie envers sa religion et cette personne doit jeûner 60 jours successifs ou nourrir 60 orphelins pour avoir le pardon de Dieu. Les personnes qui font cela doivent arrêter et se repentir très vite. Tout fidèle musulman qui a l'âge et disposant de toutes ses facultés doit observer le jeûne avec foi. Comme c'est dit dans le Coran, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Fin de citation. En troisième région, la Direction régionale des productions et industries animales a procédé lundi au lancement officiel de l'opération de vente promotionnelle des bovins à l'occasion de la fête des Ramadan. 750 animaux répartis en 3 choix sont mis à la disposition de la population en vue de faciliter l'accès à la viande de qualité. Yourubala Djabati. C'est le Grabal de Boula-Hamo qui a servi de cadre au lancement de la 4e édition de l'opération de vente promotionnelle de bovins à l'occasion de la fête de Ramadan. Une opération qui vise à accroître la potentialité des couches socio-professionnelles de la filière bétail-viande, d'améliorer les conditions de vie des populations, mais aussi les pasteurs et agropasteurs. Jean-Martin Kamaté, directeur régional des productions et industries animales. La région de Sikasso met sur le marché 750 bovins dont les prix sont répartis en 3 choix. Le premier choix de couleur verte varie de 250 000 à 300 000 francs CFA. Le deuxième choix de couleur jaune varie de 200 000 à 250 000 francs CFA. Le troisième choix de couleur rouge varie de 175 000 à 200 000 francs CFA. Initié par le programme d'appui au développement des productions animales PADESO, l'opération de vente promotionnelle offre l'opportunité à la population d'avoir des bœufs de qualité sans faire recours aux intermédiaires et aux spéculations. Contrôleur général de police Chancho Diara, conseiller au gouvernement de Sikasso. En raison du fort regroupement des éleveurs et des besoins de plus en plus croissants des populations des villes concernées, il devient nécessaire de poursuivre ces ventes promotionnelles tous les ans. Cette expérience de vente qui consiste à mettre
les producteurs en rapport direct avec les consommateurs des villes a pour avantage d'approvisionner les capitales régionales en bovins dans un rapport qualité-prix très avantageux, de rapprocher les animaux de toutes les fêtières de la filière bétavienne de Sikasso se poursuivra jusqu'au jour de la fête de l'Aïd el-Fitr. À Gao, les boutiques de vente d'habits, les ateliers de couture et les salons de coiffure sont très fréquentés en cette veille de la fête de Ramadan. Dans tous ces endroits, clients et prestataires cherchent à tirer profit. Comment cela se passe actuellement? Arrive-t-il à se comprendre? Alou Idrissa Meiga depuis Gao. La cité des Askia bouge au rythme du Ramadan. En cette veille de fête, les clients se bousculent dans les boutiques de vente d'habits, chez les tailleurs, dans les salons de coiffure et dans certains espaces aménagés pour les tresses. Mohamed Ould Fogani est boutiquier. Cette année, il n'y a pas beaucoup de clients. L'année passée, c'est plus marché que cette année. Peut-être de suite, les clients vont commencer à venir. Pour les acheteurs, les boutiques sont bien approvisionnées en habillement de tout genre, mais les prix fixés dépassent leur pouvoir d'achat. Touré Ayaben, cliente. Le prix, ça ne va pas. Avant, on peut acheter bazin 10 000 le mètre, maintenant 12 500, mais ici on a eu ça à 12 000. Dans les ateliers de couture aussi, les clients se bousculent et chacun veut avoir son habit avant la fête. Aliou Alousseni, maître tailleur. Dans l'ensemble, tout se passe bien entre nous et nos clients. On arrive toujours à se comprendre sur les prix. Seulement chacun veut vite avoir son habit. Souvent c'est compliqué pour nous. Aminata Karamogo Dembélé, cliente. Avec les tailleurs, chaque fois c'est le même scénario. On te donne un rendez-vous, tu vas, tu reviens jusqu'à être fatigué, tu ne trouves pas ton habit. Et puis même quand il n'y a pas de place, il ne le dit jamais aux gens. Et aux tailleurs de se justifier. Mohamed Billy Arbi, maître tailleur. C'est le courant qui nous fatigue. Avec le groupe seulement qu'on peut travailler. Sinon, si ce n'est pas groupe, il faut attendre juste vers minuit pour avoir l'électricité. Donc ça ne range pas. En cette veille de fête, les salons de coiffure sont aussi très sollicités. Zainabou Salah Sissé, cliente. Je suis venue trouver qu'il y a des gens devant moi. J'attends mon tour moi aussi. Pour les derniers jours qui restent avant la fête, les tresseuses voient leur chiffre d'affaires augmenter, mais avec quelques difficultés. Adizatou Idrissa, coiffeuse. En cette veille de fête, je peux gagner 10 000 francs par jour en raison de 1 000 francs par tête. Fatmata Madani, coiffeuse. Dans ces métiers, toute notre difficulté est due aux clientes qui attendent jusqu'à la dernière minute pour venir. Ça crée des embouteillages. Souvent, nous ne savons pas comment les gérer. Dans la ville de Gao, la population compte fêter avec faste le Ramadan. Inch'Allah. Gao, Aliou Idrissa Maïga et Youssouf Samake pour l'ORTM. 13h13 à Bamako, sur le continent, 200 morts et 1800 blessés depuis samedi. C'est le bilan des hostilités au Soudan selon l'ONU. Le Japon a annoncé aujourd'hui qu'il s'apprêtait à évacuer ses ressortissants du Soudan. Il est le premier pays à prendre une telle décision, tandis que la Chine invite ses nombreux ressortissants à rester à l'abri. Les deux camps rivaux, les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo et l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, continuent de s'affronter. Plus de 41 millions de personnes sont menacées par l'insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, d'après la Banque mondiale, qui estime également dans un nouveau rapport que 29 millions de personnes dépendent actuellement de l'aide alimentaire d'urgence. Selon l'institution financière, cette crise alimentaire serait due à l'incidence élevée de la malnutrition dans la région, à la fragilité et au conflit, aux niveaux élevés de pauvreté, à l'accélération du changement climatique, à la faible productivité agricole et à la dégradation de l'environnement. En RDC, plus de 150 morts en 2 semaines, c'est le bilan du massacre en Ituri depuis début avril. Dans son dernier rapport trimestriel fin mars, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, chiffrait à 485 le nombre de civils tués depuis début décembre dans cette province riche en or et en proie aux violences de plusieurs groupes armés. L'Union européenne a adopté aujourd'hui une loi pour interdire l'importation de produits issus de la déforestation.
Il ne sera plus possible d'importer en Europe des produits issus des terres déboisées après décembre 2020. Un importateur qui aura enfreint à la règle verra son produit refoulé. Les amendes sont également prévues par la loi. Elles pourront aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires réalisé en Europe par l'opérateur ou le négociant concerné. Aridou Matina, bonjour. Bonjour Tenema Mounikata. Bienvenue à la page sport. Notre pays abrite à partir d'aujourd'hui le tournoi international Challenge Trophée de handball. Oui, la compétition s'ouvre aujourd'hui et ce jusqu'au 23 avril. Le tournoi concerne les catégories des moins de 18 ans filles et moins de 20 ans filles, c'est-à-dire la catégorie cadette et junior. Au niveau des U18 filles, 3 groupes sont constitués. Le Cap-Vert, la Mauritanie et la Sierra Leone composent la poule A. La poule B comporte la Guinée, le Mali et la Guinée-Bissau. Nous retrouvons dans la poule C le Sénégal, la Gambie et le Maroc. Pays hôte de l'événement, le Mali pour sa première sortie au niveau des U18 filles affrontera la Guinée. Comment se porte l'équipe malienne et qui pense du technicien malien de ses adversaires de groupe? Je vous propose d'écouter le sélectionneur des U18 filles Abdoulaye Fofana qui est au micro de Salif Diakité. On a commencé depuis un certain moment, on est ensemble. Pendant les week-ends, on se retrouvait pour essayer de tirer le meilleur de chacune d'elles. Donc celles qui se sont bien distinguées, on les a retenues. Guinée-Bissau, bon, pas tellement. Mais la Guinée-Conakry, je connais très bien la Guinée parce qu'on a plusieurs fois affronté cette équipe. Moi-même, en tant que joueur, j'ai affronté la Guinée. En tant qu'observateur aussi, j'ai suivi la Guinée. Je sais que la Guinée a une très bonne équipe. On mettra le maximum. Concernant la compétition des U20 filles, le Mali a comme adversaire la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Ibrahim Sinenta est le sélectionneur des juniors du Mali. Au micro de Salif Diakité, il donne son point de vue sur son équipe. Les préparatifs vont bon train, ça nous fait déjà 3 mois. C'est mon troisième challenge. J'ai eu la chance de voir les différentes équipes. C'est des équipes qui n'ont pas les mêmes forces. Donc c'est à nous de nous adopter. Parce que pratiquement la Guinée-Bissau, la Guinée, c'est un handball physique. Et les Capverdiens là, c'est plus technique. La cérémonie d'ouverture du tournoi Challenge Trophée du handball est prévue ce soir à 17h30 au Palais des Sports Salamatou Maïga. Football, le championnat national, la 15e journée prend fin aujourd'hui. À Koulikoro, au stade Mamadou Diarra H, les 11 créateurs de Nyarela seront face à l'US Bougouni et le dernier match se jouera à Bougouni dans la cité du Bani Monetier entre l'AS Kourofina et l'AS Police. Cannes des cadets, les sélectionneurs des Aiglonnais a publié la liste des joueurs retenus pour la phase finale de la compétition prévue en Algérie dans quelques jours. Oui, Soumaïla Koulibaly a retenu 25 joueurs pour la phase finale de cette 14e édition de la Cannes des cadets prévue en Algérie du 29 avril au 19 mai prochain. La liste des 25 joueurs est composée de 3 gardiens de but, 7 défenseurs, 8 milieux de terrain et 7 attaquants. On y retrouve dans le groupe 3 expatriés, l'Académie Jean-Marc Guillou est le club le plus représenté avec la présence de 5 joueurs dans la liste. Suivent le CSB, Yéléon Olympique et Afé qui comptent chacun 3 joueurs. Les Aiglonnais sont au Maroc depuis lundi pour 10 jours de préparation. Ils rallieront Alger à partir du Maroc. Le 1er mai, le premier match du Mali est prévu le 1er mai contre le Burkina Faso. Les Aiglonnais défieront ensuite le Cameroun avant de croiser le Soudan du Sud. Notons que le Mali a remporté la CAN des cadets en 2015 et 2017. La liste des nominés pour le prix Marc Vivien Foe a été dévoilée. 2 footballeurs maliens font partie du lot. 11 footballeurs africains évoluant en Ligue 1 française sont retenus, parmi lesquels 2 Maliens, le milieu de terrain de l'AS Monaco, Mohamed Kamara, dit Tchamantia, et Amari Traoré de Rennes, capitaine des Aigles du Mali. Les autres nominés sont Abdelmadid Junis, défenseur marocain, qui évolue à Reims, l'attaquant bissau-guinéen des 3, Mama Baldé, Mofi Tirema, l'avant-centre nigérian de Nice, Samed Salid Abdul, milieu de terrain ghanéen de Lens, Mounestir Marshall, milieu de terrain zimbabwéen de Reims, le Marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, le Congolais Chancel Mbemba de Marseille, l'attaquant sénégalais de Strasbourg, Habib Diallo, et le lauréat sortant, Seko Fofana. Il est ivoirien. Le prix Marc Vivien Foe récompense le meilleur footballeur africain évoluant en Ligue 1 française.
Ligue européenne des champions, les 2 derniers quarts de finale et retour se jouent ce soir. Il s'agit des rencontres Bayern Munich, Manchester City et Inter Milan, Benfica, Lisbonne. Balotage favorable aux Anglais de Manchester City qui avaient gagné la manche aller 3-0 et les Italiens qui se sont imposés 2-0 au Portugal déjà hier. Le Real Madrid et le Milan AC se sont qualifiés pour les demi-finales. Merci Arju Matina pour cette page sport. Chronique de l'environnement. Le mercure est un produit toxique utilisé de nos jours par de nombreuses personnes dans divers domaines. Pour lutter contre les effets nocifs de ces produits, la convention de Minamata a été adoptée. Elle devient la première convention internationale sur l'environnement et la santé adoptée depuis près d'une décennie. La convention porte le nom du lieu au Japon où, dans le courant du XXe siècle, des milliers de personnes ont été empoisonnées par des effluents industriels contaminés au mercure. Ces victimes ont développé des symptômes paralysants qui prirent le nom des maladies de Minamata. Pourquoi donc un traité international sur le mercure? Réponse dans la chronique de l'environnement en rediffusion, une réalisation de Agibou Koulibaly. L'objectif de la Convention de Minamata est de protéger la santé humaine et l'environnement contre les émissions et rejets anthropiques de mercure et de composés du mercure. La Convention comporte plusieurs articles et annexes qui peuvent être divisés en quelques principales catégories. Dr Oumar Di Diaouri Cissé, point focal de la Convention de Minamata sur le mercure à la Direction nationale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances. Les obligations sont résumées dans le livret même de la Convention et qui est constitué de 35 articles et de 5 annexes. Donc ces 35 articles et 5 annexes constituent des obligations pour les pays qui ont ratifié la Convention en question, dont le Mali. Donc le Mali, je rappelle, l'a ratifié le 27 mai 2016. La convention même est rentrée en vigueur le 16 août 2017. Durant plus d'une décennie, le programme des Nations Unies pour l'environnement a œuvré afin de traduire en action politique les données scientifiques sur la toxicité du mercure. En février 2019, le Conseil d'administration du programme des Nations Unies pour l'environnement a décidé que de nouvelles mesures étaient nécessaires, notamment l'élaboration d'un instrument international contraignant. Dr Oumar Di Diaouri Cissé, point focal de la Convention de Minamata sur le mercure à la Direction nationale de l'assainissement, du contrôle et des pollutions et nuisances. La Convention, elle est déjà juridiquement contraignante pour le Mali depuis sa rentrée en vigueur, le 16 août 2017. Pourquoi? Parce que le Mali l'a ratifié antérieurement, le 27 2016, de la fin des années 50 jusqu'en 2009. Il y a eu ce qu'on appelle les évaluations mondiales du mercure. Des évaluations qui ont été vraiment très très concluantes, qui ont prouvé qu'il y a beaucoup de mercure qui est émis dans l'environnement. Donc le programme des Nations Unies pour l'environnement a décidé, d'en faire une convention. Donc il y a eu des négociations intergouvernementales qui ont été ouvertes sur instruction du Conseil d'administration du programme des Nations Unies pour l'environnement en février 2009. Donc ça avait instruit au directeur exécutif du PNUE, d'ouvrir ces négociations, pour toutes les parties qui sont intéressées par ça. Donc de 2009 à 2017, il y a eu une série de négociations intergouvernementales, qui sont passées et qui ont abouti au traité même. Il y a eu au moins 7 négociations intergouvernementales, auxquelles le Mali a participé à travers nous-mêmes, et on a eu l'honneur d'être membre du bureau du comité des négociations intergouvernementales au nord de l'Afrique que nous représentions dans les bureaux. La maladie de Minamata est l'un des plus douloureux épisodes qui a ponctué l'histoire de la découverte de la dangerosité du mercure. Elle porte le nom d'une baie au Japon qui a été contaminée par les rejets d'une usine avoisinante, déversant des quantités de mercure dans les eaux et causant des milliers de décès. La convention de Minamata a été nommée ainsi en mémoire des victimes de cette catastrophe industrielle. Le processus qui a conduit à la signature de ce texte est typique de celui d'autres conventions portant sur la protection de l'environnement. Merci Agibou Koulibaly, et c'est ce qui met fin à cette édition présentée par Tenema Monikata, mise en onde assurée par Abse Traoré, réalisation Awa Traoré, coordination Ousmane Dao, mise en ligne Sekou Traoré. Merci à vous de nous avoir suivis.